Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Je vous propose aujourd'hui l'association Handy Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap depuis 1989. Grâce à l'extraordinaire complicité qui l'unit à l'homme, mais également à sa capacité à répondre à plus de 50 commandes, un Handy Chien offre à son bénéficiaire, enfant ou adulte, une meilleure autonomie ainsi qu'une plus grande liberté, tout en favorisant le lien social. Dans ce podcast, je vous partage pour l'épisode 1 le témoignage de Sébastien Dufaux, chargé de développement du quart sud-est de la France et responsable par intérim du centre Handy Chien de Marcy-l'Étoile, ainsi que de Léna, éducatrice canin pour les chiens d'assistance dits d'éveil, et également Marine, éducatrice canin, les chiens spécialisés dans la détection des crises d'épilepsie. Ce podcast est donc en 2 épisodes. Pour l'épisode numéro 2, je vous inviterai à partager l'événement de remise des chiens, des familles d'accueil aux bénéficiaires auxquels j'ai pu assister. Mais en attendant, je laisse la parole à Sébastien et Léna. Très bonne écoute. Donc, je m'appelle Sébastien Dufaux et je suis chargé de développement pour tout le quart sud-est de la France. Et j'assume par intérim actuellement la responsabilité du centre Handy Chien de Marcy-l'Étoile. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Handy Chien, nous présenter l'association ? Donc Handy Chien, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a pour vocation de former et remettre gratuitement des chiens d'assistance à des enfants ou adultes souffrant soit de handicap, soit de fragilité. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de Handy Chien, depuis quand elle existe ? Donc Handy Chien a été fondé en 1989 par Marie-Claude Lebray, qui était professeure au lycée agricole d'Alençon. Un soir, elle a vu à la télévision un reportage sur les chiens d'assistance aux États-Unis et le reportage se concluait par « Cela n'existe pas en France ». Elle a pris son téléphone, elle a appelé le reporter qui a fait le reportage pour savoir où est-ce que ça avait été tourné. Elle a demandé sa mise à disposition de l'Éducation nationale et elle est partie aux États-Unis se former avec cette association. Et elle est revenue des États-Unis avec les 2 premiers chiots dans ses bagages. Et c'est comme ça que ça a débuté il y a 33 ans. Aujourd'hui, l'association a un cadre national. On a aujourd'hui 4 centres de formation répartis sur toute la France, donc 4 centres de formation canins et un centre de formation humain. Le siège est à Malakoff en région parisienne et on a aussi des représentants sur quasiment une bonne partie des départements de France avec des représentants locaux qui sont bénévoles pour nous. D'accord. Est-ce que vous avez un peu des idées de chiffres, par rapport au nombre de chiens que vous arrivez à former chaque année, nombre de familles ou de bénéficiaires qui existent actuellement ? Alors, actuellement, depuis le démarrage de l'association, on a remis plus de 3000 chiens, donc 3000 chiens en 30 ans. Grosso modo, on remet aujourd'hui entre 120 et 150 chiens par an. D'accord. Selon les promotions, puisque tous les centres n'ont pas forcément le même nombre de chiens en même temps. Ça nous fait à peu près, grosso modo, 120 à 150 bénéficiaires, 900 bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire, puisqu'une bonne partie de nos bénévoles sont les familles d'accueil qui nous aident dans l'éducation des chiens. Mais je pense que c'est un sujet dont on parlera un peu plus tard. Oui, l'idée c'est de pouvoir aussi m'expliquer. Alors, très concrètement, ces chiens, ils sont destinés à qui ? Alors peut-être vous allez m'expliquer aussi les spécificités de ces chiens et leurs particularités selon... On parle de quoi ? De spécialité ? On parle de quoi ? On parle d'orientation, effectivement. Aujourd'hui, l'association forme 7 types de chiens différents. Le premier chien, c'est le chien historique, c'est le chien d'assistance qu'on peut avoir en tête, c'est-à-dire le chien pour des personnes ayant des problématiques de mobilité, donc des personnes en fauteuil. Ces chiens sont là pour les assister dans leur quotidien, aussi bien sur un aspect purement physique, matériel, ouvrir des portes, ramasser des objets qui tombent au sol, faire une transaction dans un comptoir de magasin, chose bête, retirer des chaussettes, retirer une manche de veste, appuyer sur un interrupteur, voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'assistance physique et de l'assistance émotionnelle, puisqu'on sait que les bénéficiaires, les personnes souffrant de handicap, souvent sont victimes d'isolement. Et les chiens, par l'empathie qu'ils amènent, font que les gens sont plus enclins à aller discuter avec eux. D'abord, avoir un chien, ça oblige à sortir son chien. Et donc, ça oblige ces personnes à sortir, chose qu'elles faisaient plus forcément par le passé. Et le fait d'avoir le chien, ils font qu'ils vont dans les parcs où sont les autres chiens. Et donc, les gens autour commencent à leur parler. Donc, il y a cet aspect social.
Et puis un aspect émotionnel, parce que c'est le compagnon qu'ils ont avec eux toute la journée, à qui ils peuvent raconter tout ce qu'ils ont en tête, toute leur vicissitude ou autre, et leur joie. Et donc voilà, c'est ce triple aspect de soutien. D'accord. Le chien d'assistance. Après ça, on a le chien dit d'éveil, d'assistance dit d'éveil. C'est des chiens qui vont plutôt être orientés vers des enfants ou des jeunes adultes qui souvent souffrent de troubles soit du spectre autistique, soit de problématiques comportementales ou parfois polyhandicap. Et donc le chien à ce moment-là est géré par un parent, puisque l'enfant n'est pas en capacité de gérer pleinement le chien. Et le chien à ce moment-là va servir essentiellement de support émotionnel et de point de repère à l'enfant pour que, dans son quotidien, il ait un point fixe qui puisse lui servir de point de repère pour gérer sa frustration, ses colères, ses angoisses et tous les éléments émotionnels qu'il peut avoir vers lui. D'accord. Troisième chien remis à titre individuel, ça va être le chien dit d'épilepsie. C'est des chiens qui sont en capacité de détecter des crises d'épilepsie avant qu'elles n'arrivent. Puisque lorsque nous on perçoit une crise, bien souvent biologiquement elle a été en préparation bien avant, et en fait les changements hormonaux, les changements d'odeur corporelle, le chien est capable de les détecter donc avant que la crise n'atteigne son pic et que la personne réagisse de façon visible. Et donc ça permet à la personne éventuellement de se mettre en sécurité si elle est dans la rue, de se réfugier dans une pharmacie, d'appeler un proche qui est pas loin, de se mettre dans sa voiture, bref, de se mettre en sécurité. Ça, c'est avant que la crise n'arrive. Et une fois que la crise a lieu, ça peut être, par exemple, d'aller appuyer sur un bouton d'alarme à la maison pour prévenir les autres personnes qui sont dans le foyer. Ça va être d'aller récupérer, de se blottir contre la personne pour que quand elle reprenne connaissance, le premier point de repère qu'elle ait, c'est le chien qui est avec elle pour lui permettre de mieux reprendre conscience et mieux remettre pied à la réalité. Et puis, une fois que la personne est consciente, éventuellement, elle peut lui donner l'ordre d'aller chercher une trousse de médicaments, un téléphone pour appeler quelqu'un, voilà. Bref, tout ce qui pourrait lui permettre de sortir de sa crise. D'accord. Ça, c'est les 3 chiens individuels. Ouais. Et ensuite, effectivement, on remet des chiens à des structures dites collectives. Donc, ça va être le chien d'accompagnement social qui va être remis essentiellement à des EHPAD, maisons de retraite, centres médicalisés. Donc là, le but, il va être remis à une personne travaillant dans l'établissement et on va travailler avec le référent sur un projet thérapeutique, sur comment est-ce que le chien peut être amené à interagir avec les résidents, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'ergonomie, comment est-ce qu'on peut travailler sur la motricité des résidents, sur la mémoire, sur le langage. Ça va être des ateliers de parole, par exemple, pour des personnes âgées, en leur disant racontez-moi un souvenir avec votre chien. Là, par exemple, il y a Titan. Comment est-ce que vous le trouvez? Comment est-ce que vous, de façon à faire appel à leurs souvenirs, à leur langage. Voilà. Il va y avoir le chien dit d'assistance judiciaire, qui est un chien qu'on remet depuis assez peu de temps, essentiellement dans des tribunaux. Le but est d'assister les victimes lors de toutes les phases d'enquête au préalable, où on va leur demander de revivre pour la xème fois ce qu'elles ont vécu. Bien souvent, c'est des chiens qui sont mis en contact soit avec des enfants victimes de violences ou d'abus, soit avec des femmes victimes de violences ou d'abus. Et donc effectivement, une enquête c'est long, demande de raconter X fois les mêmes choses. Et donc le chien va servir de dérivatif émotionnel, de façon à ce que ces personnes se concentrent moins sur ce qu'elles racontent et revivent un peu moins la situation. Et pareil pour le moment du procès, où effectivement le chien va être là en support pour que la personne puisse vivre le procès le moins mal possible. D'accord. On a également le chien d'assistance scolaire. Cette fois-ci, c'est des chiens qui sont remis dans des écoles, souvent des écoles disposant de classes spécialisées, Ulysse ou autres dispositifs. Là, le but, effectivement, est de permettre aux éducateurs de travailler avec le chien sur un programme pédagogique, sur comment travailler avec les enfants qui sont présents. Pareil, là, ça va être sur de la motricité, sur du langage, sur de la mémoire, sur raconter une histoire, sur comment ne serait-ce que se comporter avec le chien et gérer ses mouvements. Voilà, donc sur tous ces aspects-là. Et le dernier chien, c'est des chiens détecteurs de maladies. Aujourd'hui, on a travaillé sur des chiens détecteurs de Covid. Lors de la crise, on en a formé 3. On en a un qui est aujourd'hui en activité dans un EHPAD d'Alsace.
On a vu que ça fonctionnait bien, on le savait déjà pour l'épilepsie, le Covid nous l'a confirmé. Et donc effectivement aujourd'hui on regarde pour travailler avec différents partenaires sur d'autres types de pathologies et sur comment est-ce que ces chiens pourraient détecter d'autres types de pathologies. Entre autres on pense à certains types de cancers. Ouais. Et donc effectivement on est en train de se rapprocher d'acteurs du monde de la santé pour travailler sur ce sujet-là. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite. Par exemple sur la détection des maladies, c'est-à-dire c'est quoi le critère de détection, c'est que l'olfaction pour le chien, principalement? C'est que l'olfaction, effectivement. D'accord. Donc, il faut voir si effectivement ces pathologies amènent des modifications comportementales qui entraîneraient une modification de l'odeur. Pour l'épilepsie, même si on n'a pas d'études scientifiques pures et dures, mais on a cru comprendre que la molécule qui est émise est à peu près tout le temps la même, puisqu'on arrive à entraîner nos chiens avec des odeurs qui ne seront pas forcément celles de leurs bénéficiaires finaux. Ça demande un temps d'adaptation, mais effectivement, mais voilà, Marine, qui est éducatrice spécialisée en chien épilepsie, vous racontera ça tout à l'heure en détail. Alors, de façon globale, quels sont vos partenaires sur ce projet? Alors, vous au niveau local plutôt que nationaux. Je ne sais pas si après vous travaillez au national avec des partenaires. Voilà, si vous voulez évoquer en fait cette notion de partenariat, ça peut être intéressante. Pour les partenariats, alors on en a plusieurs types. D'abord, on a un partenariat financier, des partenariats financiers. L'association aujourd'hui fonctionne avec 1 à 2% de subventions publiques à l'année. Ouais. Ce qui veut donc dire 98% de financement privé à aller chercher. Ouais. Et donc, effectivement, on a la chance d'avoir des entreprises qui nous soutiennent, pour certaines, depuis quasiment la fondation de l'association. Ouais. Et donc, effectivement, ces partenariats financiers sont importants pour nous, puisque sans eux, on serait dans l'incapacité de faire les actions qu'on a aujourd'hui. Après, on a des partenariats ponctuels. C'est le cas, par exemple, pour le chien d'assistance judiciaire, où c'est une fondation qui nous a soutenus et qui nous a aidés à mettre en place ce programme-là et à financer les premiers chiens qui ont été remis. Donc, et on a des partenariats vraiment ponctuels. Par exemple, je vous parlais du chien détecteur de cancer. Effectivement, là, on est en train de se rapprocher d'acteurs du monde de la santé qui sont des centres de recherche spécialisés dans le domaine. Voilà, nous, on a l'expertise canine, mais on n'a pas l'expertise cancer. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'est des partenariats vraiment très ponctuels sur un sujet bien spécifique. D'accord. Et c'est pareil pour l'éducation des chiens. Est-ce que vous vous rapprochez de professionnels je vois par rapport aux chiens d'éveil, par exemple, toute la partie éducation, elle a été travaillée avec des spécialistes du handicap comment ça s'est fait, en fait, cette construction? Alors, il y a eu un programme autisme, effectivement, qui a été développé il y a quelques années conjointement avec des partenaires. Après ça, pour la partie éducative, on l'a conçu une première fois avec eux et aujourd'hui, on a mis en place un protocole qui est le même sur tous nos centres quasiment et que nos éducateurs appliquent tous, quel que soit le centre de formation. D'accord. Et alors, ces centres de formation, vous m'avez dit, il y en a 4, c'est ça? Et donc le vôtre, donc celui de Marcy-l'Étoile, est-ce qu'il a une spécificité? Alors, celui de Marcy a comme spécificité de former tous les types de chiens quasiment, sauf celui de détection de maladies. Mais aujourd'hui, effectivement, on forme sur le centre de Marcy tous les types de chiens, sans distinction. On a la chance d'avoir 6 éducateurs sur le centre, donc chacun avec sa spécialité. Et ce qui nous permet de couvrir quasiment l'intégralité du panel des chiens qu'on remet. D'accord. Pour nous, dans ce podcast, c'est qu'on souvent met en avant un peu les clés de succès, ce qu'on appelle les clés de succès sur un projet. Donc on peut dire qu'Andy Chien est un projet qui fonctionne très bien depuis des années. Selon vous, en quoi finalement ce projet relève de l'innovation et si vous avez quelques clés de succès à nous évoquer, pour faire partager. Alors, utilité publique, oui, clairement, puisque 33 ans d'existence pour une association, c'est déjà pas mal. Et effectivement, on voit que les demandes qu'on a sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, on a quasiment 400 dossiers en attente, de bénéficiaires en attente. Qui attendent au national. Et donc effectivement, on voit qu'il y a une forte attente de la population envers ces chiens d'assistance, quelle que soit leur spécialité.
Ça, c'est important. On voit également que les acteurs publics en prennent de plus en plus conscience, puisque actuellement, on vient de signer un accord avec le ministère de la Justice pour qu'il y ait dorénavant un chien d'assistance judiciaire dans chaque département d'ici la fin du deuxième quinquennat Macron. Donc ça nous fait quasiment 100 chiens d'assistance judiciaire à former pour couvrir l'ensemble des tribunaux et des structures concernées. Donc, est-ce que c'est un succès? Clairement, vu les attentes qui sont émises vis-à-vis de nous, oui. Mais non, c'est à nous aussi de nous montrer à la hauteur de ces attentes-là et de parvenir à y répondre. C'est là où, effectivement, financièrement, comme je vous le disais, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Aujourd'hui, un chien prend 2 années pour être formé avant d'être mis à son bénéficiaire. 2 années, ça a aussi un coût, puisque 2 années d'assistance par un éducateur, on a calculé qu'un chien d'assistance aujourd'hui, c'est environ 17 500 euros. Donc, oui, pour remettre plus de chiens, malheureusement, il nous faut aussi plus de moyens. Et c'est aussi un point important pour nous. Et donc, est-ce qu'on a eu du succès? Oui, on a su se développer au national. On a aujourd'hui 5 centres, on remet 150 chiens, là où ça a commencé avec 2. Mais l'objectif est de réussir à réduire aujourd'hui le délai d'attente pour les bénéficiaires. Ouais, d'accord, donc vous estimez que ce sera un véritable succès quand tout le monde pourra avoir, son chien. Le projet en lui-même, si on peut dire que certains éléments sont quand même intéressants. Moi, je pense notamment le fait que vous soyez hyper, innovant dans le fait que le chien, au départ c'était un chien d'assistance, j'ai envie de dire classique, je sais pas comment on peut dire, et que là il y a une belle diversité, c'est-à-dire que vous êtes toujours en recherche finalement de spécialité, de spécialisation des chiens et de répondre à l'ensemble des besoins finalement des personnes en situation de fragilité. Et moi je trouve ça super intéressant, c'est que vous prenez des risques, j'imagine, parce qu'à chaque fois c'est peut-être un nouveau protocole, des nouveaux dispositifs, etc. Mais en tout cas, à chaque fois vous vous lancez en 30 ans, vous m'avez dit, il y a 7 types de chiens différents en 30 ans. Et c'est pas terminé, j'imagine que vous allez continuer à évoluer, donc c'est chouette. Effectivement, c'est là aussi où on peut parler de succès et d'innovation. C'est qu'on ne s'est pas, entre guillemets, contenté du chien d'assistance qu'on a maîtrisé. Ça a pris du temps au démarrage, oui. Mais aujourd'hui, effectivement, le protocole de formation du chien est bien fait. Mais effectivement, on voit qu'il y a des besoins différents. Et la question, c'est comment est-ce que nous, on peut réussir à répondre à ces besoins et attentes. Ouais. Et peut-être un autre élément, alors je pense les bénévoles peut-être, la présence des bénévoles et des, je ne sais pas comment vous les nommez, les familles d'accueil. Les familles d'accueil, ouais. C'est la grande richesse de l'association. Clairement, aujourd'hui, l'association, c'est 50 salariés et 950 bénévoles. Donc la grande partie des personnes qui soutiennent cette cause-là sont bénévoles. Les bénévoles nous aident sur plein de choses différentes. Le point le plus important, c'est effectivement les familles d'accueil. La formation d'un chien donc dure 2 ans. Sur ces 2 ans, on va acheter le chien dans des élevages à 2 mois. Et ensuite, ils vont passer 16 mois avec des familles d'accueil. Donc, c'est des familles totalement bénévoles qui vont toutes les semaines travailler avec un éducateur ou un représentant local de l'association pour prééduquer le chien de façon, entre guillemets, générique, pour lui apprendre toutes les commandes de base universelles que tous les chiens doivent connaître. Et à ce moment-là, une fois qu'ils ont fini ces 16 mois, donc 2 mois plus 16, 18 mois, alors 18 mois, ils intègrent un des 4 centres de formation où là, ils vont passer 6 mois à temps plein avec un éducateur pour se spécialiser en fonction du futur type d'assistance qu'ils vont être amenés à faire. D'accord. Et donc, c'est là que vous intervenez. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, moi, je suis Léna, éducatrice de chiens d'assistance dits d'éveil sur le centre de Marcy-l'Étoile depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc, ça doit faire 5 ans, 5-6 ans. Alors, comme votre parcours, en fait, vous avez une formation, comment ça se passe? Une formation d'éducateur canin? Alors, oui. À la base, j'ai commencé avec un bac pro en élevage canin-félin, dans le but, en fait... D'accord. Et en fait, durant mon parcours bac et ensuite brevet professionnel en éducation canine, j'ai appris l'existence de Handi-Chien et qui se rapprochait beaucoup plus de mes objectifs. Donc, j'ai dévié en cours de parcours pour poursuivre mes études et faire en sorte d'intégrer Handi-Chien jusqu'à ce que j'y arrive. Et donc, j'y suis arrivée. Je suis plutôt contente. D'accord. Et au départ, c'est pourquoi vous souhaitiez en fait vous diriger plus vers une association et plus en lien donc avec l'accompagnement des personnes fragilisées,
Alors, en fait, à la base, ma motivation, c'était ma mère. En fait, ma mère est en situation de handicap. Ouais. Je l'ai toujours connue en situation de handicap. Et en fait, j'ai toujours aimé les animaux. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas cumuler la passion avec l'utile. Ouais. Et du coup, quand je connaissais pas encore l'existence de handichien. Donc, je m'étais dirigée vers les chiens guides d'aveugles. Mais ça collait pas vraiment. Enfin, voilà, c'était le but, on va dire, global. Mais quand j'ai appris l'existence de handichien, ça collait vraiment avec ce que j'avais envie de faire plus tard. Et du coup, me voilà. Voilà. En quelque sorte. Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre quotidien avec les chiens ? Alors, le quotidien handichien, en fait, c'est jamais le même. Il n'y a pas vraiment de routine. Il y a pas de routine, d'accord. Voilà, on arrive le matin. La seule routine, c'est on arrive le matin, on sort les chiens, on les nourrit. Et après, la journée débute. Et donc, au plus possible, on travaille avec les chiens, que ce soit sur le centre, pour travailler les commandes, travailler des choses spécifiques où on a besoin de matériel qu'on trouve ici. D'accord. Ou alors des sorties en fait, dans les lieux publics, les magasins, pour voir comment le chien se comporte, voir les lieux dans lesquels il est à l'aise, là, les lieux où il sera amené à aller plus tard. Voilà. Et on fait ça pour tous les chiens. D'accord. Après, on voit ce qui colle et ce qui colle pas. Il y a des fois des chiens qui vont se sentir plus à l'aise dans certains milieux que d'autres. Et donc, ça nous donne aussi des pistes pour pouvoir les orienter selon les différentes spécificités ensuite. D'accord. Oui, c'est-à-dire quand ils viennent, au départ, ils ont pas de spécialité. Enfin, ils ont les bases. Alors, quand ils viennent ici, ils sont déjà... Ils sont passés par la famille d'accueil et après, ils arrivent. C'est ça. En fait, la famille d'accueil va apprendre une partie des commandes et tous les chiens vont avoir, entre guillemets, un tronc commun. Ouais. Donc, ils ont tous le même parcours à la base. Et si jamais on décèle quelques petites choses pendant la période en famille d'accueil, on va plus ou moins les préorienter pour valider ces orientations plus tard. Okay. Sinon, les orientations se font une fois que les chiens arrivent au centre. Donc, on se donne généralement tout le premier mois pour faire le maximum de sorties avec eux, essayer de les connaître au maximum pour essayer de définir dans quel secteur on va les orienter, accompagnement social, épilepsie, éveil ou assistance classique. D'accord. En fait, les critères qu'on recherche, on va avoir un petit peu les deux parce qu'on a des critères qu'on recherche dans certains domaines. Par exemple, moi je vais parler pour l'éveil principalement, mais voilà, en éveil, on est majoritairement confronté à des enfants, un public mineur. Donc du coup, on va surtout chercher des chiens qui vont avoir le contact facile avec des enfants ou avec un jeune public. Donc voilà, si on constate qu'un chien en particulier, dès qu'il voit des enfants, il est en train de les regarder, il est intéressé, il a envie d'y aller. Quand il est au contact, il est doux, il est calme, il est posé. Ou alors il les sollicite, il va prendre un jouet, il va essayer de les faire bouger, jouer avec eux. On se dit que ce chien-là a un potentiel éventuellement en éveil ou aussi en accompagnement social, parce que des fois on se tire un petit peu la couverture. D'accord. Voilà, parce qu'on a des dossiers différents, mais qui peuvent aussi être concernés pour des enfants en accompagnement social. Mais voilà, ça nous permet déjà de plus ou moins de valider certains profils. D'accord. Et vous avez plusieurs chiens attitrés. Et puis après, vous les menez, c'est-à-dire sur combien de temps, combien de mois pour les former ? Alors, techniquement, à partir du moment où ils rentrent au centre, on a 6 mois jusqu'à la remise. Okay. Généralement, on a toujours un petit peu moins parce qu'on a des autres tâches aussi à côté, parce qu'on doit aussi suivre les bénéficiaires qui ont déjà eu leur chien. D'accord. Donc, aller les voir à domicile, voir comment ça se passe, etc. Il peut y avoir des déplacements. Donc, généralement, le temps, il peut être un petit peu plus réduit. D'accord. Donc, on essaye de se donner surtout les premiers mois pour essayer d'avancer au maximum sur l'orientation et le travail technique. Et ensuite, ça reste du perfectionnement et ça nous permet de garder un petit peu de temps pour les aléas aussi à côté. D'accord. Donc, ils passent les 1 an et demi en famille d'accueil. Les premiers 1 an et demi en famille d'accueil. Ils rentrent sur le centre. Et après, on a des grandes lignes à suivre. Donc, tout le premier mois, on se concentre sur les sorties. Les mois suivants, ça va être du perfectionnement. Et en fait, 1 mois avant les stages, c'est là qu'on va commencer à rencontrer les bénéficiaires. D'accord. Donc, nous, on a tous les dossiers avec les caractéristiques de chaque dossier. Qui sont affichés en fait dans la salle, donc ça nous permet entre collègues de se dire si par exemple dans mon groupe parce qu'on a tous environ 4-5 chiens, 6 chiens au maximum, qui sont pas forcément préorientés en éveil. D'accord. Donc je peux me retrouver par exemple avec des chiens qui peuvent convenir sur de l'accompagnement social, sur de l'épilepsie ou de l'assistance. D'accord.
Et donc en fait de voir les dossiers des collègues nous permet aussi de nous projeter en disant ce chien-là, je le trouve qu'il est pas mal comme ci, comme ça, et qui pourrait éventuellement convenir en accompagnement social. Voilà. Et après ça nous arrive de nous échanger les chiens pour voir, pour les tester justement, voir si ça convient. D'accord. Et donc le mois avant le stage, on se concentre sur les essais, ce qu'on appelle les essais chiens, où là on va convier les bénéficiaires à venir sur le centre pour rencontrer les chiens. D'accord. Sachant qu'on les contacte uniquement si on constate qu'on a un ou plusieurs chiens qui peuvent convenir à son dossier. Oui. Pour pas faire de faux espoirs non plus. Donc une fois qu'on a un dossier, qu'on constate qu'il y a un ou plusieurs chiens qui peuvent convenir, on contacte la personne pour lui dire de venir sur le centre rencontrer les chiens, et à ce moment-là on fait des tests. D'accord. Voir si le chien colle ou pas. Ouais. Sachant qu'on prend en compte le ressenti du bénéficiaire. Oui. On lui demande ce qu'il en pense, le chien éventuellement qu'il préfère, qui sent le mieux, mais on garde quand même un droit de veto parce que certaines personnes ne savent pas forcément lire les chiens non plus. Et voilà, après nous on peut constater des choses à côté, ou le chien qui peut être mal à l'aise, etc. Ouais. Donc voilà. Mais généralement ça colle toujours bien. On n'a pas, sans vouloir nous vanter, on n'a pas trop d'erreurs jusque-là. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui se passe si on se rend compte qu'un chien finalement sera pas forcément adapté pour être chien d'assistance? Comment ça se passe pour lui? Il y a d'autres possibilités après d'orientation classique, j'ai envie de dire, de chien de compagnie, ou comment? Alors généralement pour ceux qui effectivement conviennent pas dans les critères handi-chien, peu importe les orientations, à ce moment-là ils vont sortir du parcours. Oui. Effectivement, ce qu'on appelle un petit peu la réforme. Et dans ces cas-là, on a des listes d'attente en fait de personnes qui souhaitent adopter des chiens réformés de handi-chien. D'accord. Et donc on va aller chercher dans ces dossiers-là. Voilà. Parce qu'on peut avoir des critères très particuliers sur certains types de chiens, ou par exemple un chien qui va sortir du programme parce qu'il a peur de la ville. On va pas aller chercher un adoptant qui habite en plein centre-ville de Lyon, en appartement. Voilà. Donc on va chercher aussi dans ces dossiers-là des gens qui sont toujours OK pour adopter un chien et qui seraient prêts à s'engager. Voilà. D'accord. Et donc alors après ce stage, comment ça se passe? C'est donc avec les bénéficiaires, c'est ça? C'est ça. Donc ils apprennent, enfin j'imagine les deux, pour le chien et les bénéficiaires, ils apprennent à se connaître, et puis travailler sur certaines commandes, j'imagine. Alors en fait, il faut savoir qu'on a des bénéficiaires qui n'ont jamais eu de chien de leur vie. Ouais. Donc à part que ils ont 4 pattes, une queue, 2 oreilles, qui sont tout poilus, ils ne savent pas grand-chose. Ouais. Donc les stages sont là justement pour revoir tout de A à Z. D'accord. Donc leur apprendre ce que c'est qu'un chien, comment ça pense, comment ça fonctionne, l'alimentation, les soins, les sorties, tout ce genre de choses, en plus des commandes. Donc tout dépend les spécificités, les stages ne sont pas de la même durée, mais on fait quand même en sorte qu'à la fin du stage, ils repartent avec toutes les connaissances. Ouais. Bon, très bien. Et donc à la fin de ce stage, c'est la remise officielle, c'est ça? À la fin de ce stage, c'est la remise officielle, où là, on convie les familles d'accueil, on convie les partenaires, les mécènes, ceux qui ont parrainé les chiens, les délégués qui ont encadré les familles d'accueil, qui ont eu les chiens aussi à la maison. Oui. Et donc là c'est réunion, tout le monde au même endroit, donc il y a beaucoup de mouchoirs, beaucoup de pleurs. Et donc voilà, on a la cérémonie de la passation de la laisse, où en fait on rend le chien à la famille d'accueil au départ, quand ils arrivent, et ensuite on fait la petite cérémonie de la famille d'accueil qui remet la laisse aux bénéficiaires pour la suite de l'aventure. D'accord. J'aimerais peut-être juste développer un petit peu sur les bénéficiaires atteints d'autisme. Oui. Où en fait c'est souvent des profils qui n'ont pas de difficultés en fait qui ont des difficultés au niveau sensoriel, mais pas au niveau moteur. Et en fait ils sont totalement à même de gérer leur chien, mais le parent est quand même présent parce que ils sont mineurs, donc voilà. Et en fait, là, le chien a vraiment un rôle de support au niveau émotionnel, où ça va aider la gestion de la confiance en soi, les gestions de crise émotionnelle, de surplus, de surcharge en fait émotionnelle, où on constate que y a énormément de crises qui sont apaisées plus rapidement, voire même qui sont désamorcées avant même la crise. Et où du coup, là c'est pareil, ça facilite énormément. Et dans les lieux publics, où l'évolution pour ces personnes-là sont très compliquées, parce que des environnements qui sont surstimulants, parce que des bruits, des gens, du passage, des odeurs, voilà.
Et le fait d'avoir le chien, ça leur permet vraiment de se concentrer sur le chien et pas sur ce qui leur pose problème autour. Et on a des enfants comme ça qui ont pu réintégrer des parcours scolaires grâce à l'aide de leur chien, qui ont fait leurs études grâce au soutien de leur chien à côté, et qui ont un travail maintenant, et qui ont un appartement, qui vivent seuls, qui sont totalement autonomes, alors que c'était pas du tout envisagé ni envisageable quelques années auparavant. D'accord. Donc c'est vraiment un apport, et c'est pas... Je veux bien souligner là-dessus que c'est pas une surcharge en fait du chien, c'est vraiment pas une utilisation dans le sens propre terme de l'outil, c'est vraiment un binôme. C'est un binôme ou un trio, je sais pas si on se dit, un trio, où tout le monde est là pour avancer ensemble et chacun prend en compte les besoins de l'autre. Clairement. Voilà. Et c'est pour ça que c'est efficace. C'est dans le respect du bien-être de chacun et avec une... C'est ça. Collaboration. C'est ça, c'est totalement une collaboration, c'est un travail d'équipe et de toute façon ça fonctionnerait pas sans ça. Donc, c'est ça. Voilà. Et je reviens sur un détail. Vous pensez que le chien peut anticiper la crise ou l'état d'anxiété de l'enfant ou pas? Ou ça semble complexe de le dire vraiment? C'est à la fois, en fait ça va vraiment dépendre des chiens. Il y a des chiens qui vont le sentir parce que généralement, on change de comportement. Quand on a des émotions négatives ou de l'anxiété, etc., on va commencer à changer de comportement, on va peut-être bouger plus, on va peut-être émettre une odeur différente, on va commencer à émettre de l'agacement. Et il y a certains chiens qui sont tout à fait capables de le détecter parce qu'ils n'ont peut-être pas la parole, mais ils ont des yeux pour voir et parfois ils sont plus efficaces que nous. Et en fait, ils vont détecter toutes ces petites choses qui vont faire que une crise arrive bientôt. Et à ce moment-là, tout dépend le chien. Ils vont réussir des fois à désamorcer la crise, soit en venant se coller près de la personne, soit en détournant l'attention, en allant chercher un jouet par exemple, en l'incitant à jouer, ou voilà. Ou des fois, ça peut aussi être une sorte de miroir, en fait, de reflet, où on a la personne qui va commencer à s'énerver et on va voir le chien qui va tourner, qui va virer, qui va pas savoir se poser, qui va commencer à émettre aussi des signaux, et des fois ça permet à la personne de prendre conscience que mon chien est dans cet état-là, mais c'est à cause de moi. Et donc du coup, de prendre conscience de ça, ça leur permet de se dire pour apaiser mon chien, il faut que je m'apaise moi. D'accord. Et du coup ça peut désamorcer des tensions ou ce genre de choses. Et sans qu'il l'ait vraiment appris, le chien. Sans qu'il l'ait appris. Ça, c'est une qualité vraiment propre. C'est pas quelque chose qu'on va déclencher chez le chien. D'être dans l'empathie vraiment vis-à-vis de son maître. C'est ça. Là, c'est des choses qu'on va pas... on les apprend pas au chien. On peut éventuellement, dans certains cas, commencer à lui faire comprendre que quand la personne commence à être dans cet état-là, il faut que tu fasses quelque chose. Mais c'est très très rare qu'on le fasse. Généralement, c'est le chien qui va nous démontrer ça, et là on se dit ça c'est génial, c'est super. On va renforcer, on va plus renforcer un comportement. C'est ça, le renforcer, et puis ça va nous permettre de l'orienter des fois sur certaines choses en se disant mais là ça c'est pile poil ce dossier-là, cet enfant-là recherche. Il faut essayer. Après des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais c'est souvent des choses qui se déclenchent en fait une fois que le chien est remis. D'accord. On peut des fois le constater avant, mais ça se fait souvent après. Est-ce que vous pouvez nous dire en trois mots en fait l'intérêt de votre travail? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce que vous faites? Moi, ce que j'aime, on va dire surtout aussi par rapport à que ce soit l'éveil ou parce que j'ai aussi fait de l'assistance, en fait, c'est de voir les bénéficiaires à la fin du stage se dire je vais vivre une nouvelle vie. Et en fait, quand on les revoit 3 mois plus tard pour le suivi, c'est leur vie, ça a complètement changé. Et de voir pareil, que ce soit pendant le stage ou après, chez certains enfants, on constate des changements où les parents en fait ne s'y attendaient pas. Et des enfants qui arrivent en stage qui sont non-verbaux, peuvent finir par essayer d'articuler des mots, par essayer de parler au chien. Et là, on a les parents qui fondent dans larmes parce qu'ils n'ont jamais entendu leurs enfants parler. Ou alors, l'enfant qui va avoir un contact en fait avec le chien. Et là, c'est tout pareil parce qu'on a des enfants qui refusent systématiquement le contact, même avec leurs propres parents. Et en fait, de voir que là, il arrive à être suffisamment en confiance pour s'ouvrir au chien et toucher le chien. On a des parents qui, des fois, finissent le stage en larmes parce qu'il y a des changements, mais énormes.
entre le début et la fin. Voire même 3 mois plus tard, et on arrive, il y a encore eu beaucoup de changements et c'est juste, s'y attendait pas, de voir que le chien apporte ça déjà à leur enfant et voire même plus, parce que ça aussi, ça a des répercussions sur l'entourage. Des enfants qui ont des problématiques de sommeil, des troubles du sommeil, qui là se mettent à dormir, au final ça soulage tout le monde, parce que avant ça allait être des crises toute la nuit, des réveils plusieurs fois par nuit, et au final ça finit par impacter le moral de la famille, parce que les parents dorment pas suffisamment, les frères et sœurs dorment pas suffisamment, tout le monde est sur les nerfs, et en fait là tout le monde arrive à faire ses nuits, et tout le monde retrouve, on va dire entre guillemets, un confort de vie qui n'était plus ou qui n'a jamais existé, et c'est juste le bonheur des fois de voir les changements comme ça, qui sont apportés juste par la présence du chien, sans parler de travail en fait. On va essayer de garder le caractère propre du chien. Donc si on a un chien qui va être joyeux, qui va être facilement bougeon, qui va avoir la joie de vivre, on va pas forcément réprimer ce côté-là, parce que ça peut être quelque chose qui va apporter beaucoup sur un profil particulier, que ce soit n'importe quel domaine de remise. Mais voilà, on fait du chien en profondeur sur tous ces... C'est ça, et c'est propre au chien en fait. On va pas forcément... Après, il y a des choses qu'on va essayer de façonner, comme vous dites, le calme, d'essayer de... Voilà. Mais majoritairement, on va essayer de garder le chien, le comportement du chien, le caractère du chien, pas le comportement, le caractère du chien tel quel, parce que c'est des choses qui vont parfois permettre justement de décoincer certaines situations ou d'apporter ce qui aurait pu être pas forcément apporté sur un autre caractère de chien. D'accord. Et puis aussi, j'imagine, par rapport au respect aussi de l'animal et de sa spécificité. Voilà. On prend chaque individu tel qu'il est, propre à lui-même, et puis après, on voit ce qu'on peut proposer au chien, et puis ensuite aux bénéficiaires derrière. D'accord. Il y a un sujet qu'on aime bien aborder, c'est l'implication en fait des bénéficiaires ou des personnes concernées par les projets. Est-ce que dans votre cas, vous travaillez avec les familles pour essayer de modifier un petit peu votre façon de faire, ou est-ce qu'elles sont impliquées dans des prises de décision, ou comment vous travaillez avec ces familles? Est-ce que vous les amenez un petit peu dans le projet, ou alors c'est juste plus un accompagnement après quand elles ont les chiens? Comment ça se passe? Alors, en fait, donc je vous disais tout à l'heure, on fait les essais en fait un mois avant les stages. Ça nous permet à nous, durant ce mois-là, de pouvoir enclencher certaines choses qui vont être propres à chaque bénéficiaire. Par exemple, sur des dossiers en éveil, on peut avoir vraiment des profils complètement diversifiés. Et sur certains profils, on va avoir besoin de développement sensoriel. Donc le chien qui va venir, par exemple, lécher les mains pour des nouvelles textures, des nouvelles sensations. Et du coup, de rencontrer les bénéficiaires avant nous permettre de savoir quels sont les besoins en fait, de ces bénéficiaires, et ensuite de pouvoir essayer de les transposer au chien, donc d'essayer de développer le chien dans certaines directions. Donc ça va être, par exemple, au niveau motricité, des enfants qui vont avoir des soucis de motricité fine, ça va être, par exemple, je demandais au chien de jouer aux cartes. Un exemple tout bête, on va tenir un gros jeu de cartes, donc, vraiment des grosses cartes, et on va demander au chien de piocher une carte, et l'enfant va devoir aller récupérer la carte dans la gueule du chien. D'accord. Donc ça paraît être un exercice tout bateau comme ça, mais mine de rien, ça sollicite beaucoup de motricité en fait de la part de l'enfant, pour déjà soulever le bras, aller chercher la carte, essayer de pas broyer la carte, ou au moins de la tenir suffisamment fermement pour la récupérer. Et le chien doit rester pas stoïque, mais doit rester calme en fait, et garder la carte tout le temps que ça va mettre à se faire. D'accord. Et donc on va avoir des besoins spécifiques très différents en fonction des dossiers, et c'est pour ça aussi qu'on rencontre les bénéficiaires avant, pour pouvoir adapter le chien au plus possible. Après, il y a des choses qui sont complètement indépendantes de nous, et qui se développent parfois d'elles-mêmes une fois que le chien est remis chez le bénéficiaire. D'accord. Ils peuvent, certains chiens, développer des comportements ou des attitudes qui sont bénéfiques à la famille, à l'entourage, aux bénéficiaires surtout, et qui seront
complètement du fait du chien. Ouais, c'est ça. Et sur lequel on ne sera pas du tout intervenu. D'accord. Mais qui après peuvent vous permettre de vous inspirer aussi pour peut-être... C'est ça. Parce que après, il y a des retours vers la famille, c'est ça? Vous les voyez, vous m'avez dit. C'est ça. Une fois que les chiens sont remis, dans les 3 mois qui suivent la remise, on vient les voir à domicile, voir comment ça se passe, s'il y a des problématiques de comportement, s'il y a des choses qui se sont installées qui n'auraient pas dû, ou au contraire, en fait, constater que tout va bien, tout se passe bien, qu'il y a des choses qui se sont développées, qu'il y a des activités qui ont été mises en place toutes seules en fait, qui se sont mises en place toutes seules et qui ont été l'initiative du chien et sur lesquelles on se dit ah oui ça effectivement c'est pas mal du tout. C'est ça. Et en fait c'est beaucoup les retours comme ça qui nous permettent derrière de nous améliorer en nous disant ah bah voilà tel type de chien, enfin tel comportement ça peut aider dans telle situation, telle chose peut provoquer telle chose et ça peut toujours servir en fait plus tard. Donc si, on apprend beaucoup de nos bénéficiaires derrière et de leur relation avec leur chien ensuite. Ça. Et de l'évolution de l'animal finalement dans les familles. C'est une vraie collaboration. Exactement. D'accord. Juste très concrètement, là pour les chiens d'éveil, donc ce sera au sein forcément d'un établissement ou de famille, de particuliers? Alors ce sont toujours des familles. En fait, les chiens d'éveil ne sont pas remis dans des établissements auprès de professionnels de santé. C'est vraiment le bénéficiaire qui va être un enfant, par exemple, ou un jeune adulte, parce qu'on a déjà remis à des adolescents aussi, ou le parent va être référent du chien, car l'enfant ne peut pas forcément le gérer de manière complètement autonome, ou alors est mineur et donc n'a pas forcément la responsabilité du chien. Donc non, c'est remis dans des maisons en fait, dans des foyers lambda. C'est des chiens d'accompagnement social qui sont dans les établissements. C'est ça. D'accord. Ok. Et très concrètement, si moi je suis une famille, j'ai un enfant atteint de troubles autistiques ou en situation de handicap et j'aimerais vous solliciter, j'aimerais avoir un chien d'assistance, comment je fais? Alors là, il faut vous diriger vers le site internet de Handichien. Et ensuite faire la demande en fait d'un formulaire à remplir, d'une demande de chien d'assistance. D'accord. Et une fois que vous l'avez fait renvoyer, c'est la commission à Paris qui reçoit les dossiers, qui les évalue, qui juge si l'apport du chien sera bénéfique ou pas, s'ils sont favorables ou pas. Et une fois que le dossier passe cette commission, il est renvoyé dans le centre qui est le plus proche géographiquement parlant de la demande. D'accord. Et alors après, financièrement, comment ça se passe pour ces personnes? Elles doivent financer, la famille doit trouver le financement Alors, nos chiens sont remis à titre gratuit, hormis pour les secteurs accompagnement social, accompagnement judiciaire. Le chien d'éveil, le chien d'épilepsie et le chien d'assistance sont remis à titre gratuit. Donc, les seuls frais que les bénéficiaires ont à avancer, c'est des frais administratifs, c'est tout. Donc, ça s'évalue entre 250 et 260 euros. D'accord. Et c'est pour le stage. Qui comprend, on va dire, une partie du kit du chien, donc qui comprend la pochette, la laisse, la cape, les croquettes, le harnais. Voilà. D'accord. Et sinon, il est remis totalement gratuitement à la personne. D'accord. Alors, je quitte Sébastien et Léna pour partir à la rencontre de Marine en pleine séance d'entraînement avec son chien Shrek. Moi, c'est Marine. Je suis éducatrice canin au sein du centre. Je m'occupe de la spécialité épilepsie et je fais aussi de l'assistance à côté. Voilà. Après, moi, j'ai fait mes études dans le milieu canin. D'accord. Et puis, Handichien, je l'ai connu grâce à ma cousine qui était étudiante vétérinaire juste à côté et qui a eu un chien en famille d'accueil. Du coup, moi, ça m'a donné envie et j'ai demandé à mes parents d'être famille d'accueil. On l'a été et puis après, voilà, de fil en aiguille, je me suis orientée sur ce travail-là que j'aimerais faire. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 5 ans. 5 ans, d'accord. Le chien, peut-être que vous allez nous présenter. Alors, il s'appelle Shrek, c'est un labrador. Il a bientôt 2 ans. Du coup, je l'ai gardé pour l'épilepsie parce que c'est un chien qui est bien à l'extérieur, qui est ultra proche de l'humain et qui, du coup, une fois qu'il est fixé sur son référent, il est fixé, quoi. D'accord. Donc, il y a vraiment un attachement qui se met en place. Oui.
quoi. Oui, oui. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je mettrai la capsule sur moi. Oui. Et donc, il va devoir chercher l'odeur et me prévenir. Et puis après, sur le deuxième exercice, on pourra faire, donc c'est ce qu'on appelle l'intervention. C'est une fois que la crise est là, ils n'ont pas tous le même schéma. Oui. Lui, il va devoir aller appuyer sur un buzzer, un bouton d'alerte, et après venir se coucher contre moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu concrètement votre quotidien? Comment ça se passe un petit peu? Qu'est-ce que vous faites avec les chiens chaque jour? Alors, au niveau de la journée, on travaille soit sur le centre, sur les commandes qu'ils doivent apprendre, et on fait aussi des sorties en extérieur pour leur apprendre à bien se comporter, à avoir des bons comportements en fait, dans les lieux publics, pas qu'ils aient peur des voitures qui passent proche d'eux, qui ne réagissent pas quand ils croisent d'autres chiens aussi, qui restent sagement à côté de la personne. Voilà. D'accord. Alors après, comment ça se passe? Vous avez plusieurs chiens, ou vous avez un chien en particulier dont vous vous occupez? Oui. Alors, on a à peu près un groupe de 5 chiens. Ok. Et moi, après, j'en garde 2, voire 3 pour l'épilepsie. Ça va dépendre des profils des chiens que j'ai. D'accord. Et après, les autres sont en assistance. D'accord. Et alors pour cette comment vous parlez de spécialité, de spécificité, pour préciser, donc là vous êtes plus orienté sur l'épilepsie, détection de l'épilepsie. Ouais. Donc quelle est la différence en fait avec les autres formes d'éducation par rapport aux autres spécialités? Là, l'épilepsie, ce qu'on va demander aux chiens, c'est dans l'idéal de détecter en fait la crise avant qu'elle arrive. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a une odeur qui est émise par les personnes avant. Au niveau du temps, c'est très variable, ça peut être que de quelques secondes à plusieurs heures. Donc là, on va entraîner en fait le chien avec des échantillons de personnes qui ont eu des crises à reconnaître cette odeur-là et à venir prévenir en donnant des coups de museau en fait dans la cuisse ou dans le bras de la personne si la personne est assise ou allongée. Okay. Alors juste par curiosité, qui vous fournit les échantillons? Alors c'est les bénéficiaires. En fait, en amont, donc j'ai fait des visios pour rencontrer les personnes, connaître leur contexte de vie aussi pour trouver le chien qui correspondra le mieux. Et en fait, pendant cette visio, je leur explique que maintenant, il va falloir que, après chaque crise, quand ils le peuvent, faire des prélèvements. Donc c'est prendre un petit coton type des make-up et le passer en fait sur des zones donc, du visage, les mettre dans un petit sac congèle et me les envoyer pour que moi, après, je puisse travailler en fait avec l'odeur. Donc après, vous les formez, donc pendant combien de temps ces chiens, vous les formez pour qu'ils puissent après être accueillis? Alors, ils ont leur parcours initial en famille d'accueil pendant 1 an et demi, comme tous les autres. Et après, moi, j'ai 6 mois pour les former. D'accord. Okay. Et alors, il faut qu'au départ, ces chiens aient des particularités ou oui, alors moi je recherche des chiens qui sont déjà bien dans leurs pattes, qui soient à l'aise de partout. Je recherche des chiens aussi très proches de l'homme, parce qu'on a besoin que le chien soit toujours dans les parages et qu'il ne reste pas à l'opposé de la maison. Très attentif, oui, à leur humain, pour que justement ça favorise la détection de la crise si l'odeur arrive. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que dans ce que vous faites, est-ce qu'il y a forcément des choses un peu plus compliquées que d'autres? Est-ce qu'il y a des problématiques que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez réussi à les contourner? Après, c'est peut-être plus de travail au niveau de l'odeur, parce que faut vraiment que le chien comprenne de lui-même ce qu'on attend en fait. D'accord. Que c'est cette odeur-là qu'on recherche et pas une autre. D'accord. Et ça peut être plus long qu'un apprentissage comme ouvrir une porte ou des choses comme ça? Oui. Ouais. Oui, ça peut être plus long. Ouais. Et après, ça varie aussi par rapport aux chiens. D'accord. Il y a des chiens qui sont un peu plus longs que d'autres. Ouais, d'accord, c'est au cas par cas. Et donc après, quand vous remettez les chiens, quelle est la suite un peu par rapport à la relation que vous avez avec les bénéficiaires ou les animaux? Est-ce que vous travaillez après sur d'autres aspects avec les familles ou avec les personnes? Alors après, on a un stage de remise de 2 semaines. Après le stage de remise de 2 semaines, on fait un suivi téléphonique assez régulier. Donc déjà, on leur demande que 2 semaines après, ils nous tiennent au courant de comment tout se passe.
Et dans les 3 mois qui suivent la remise du chien, en fait, on se déplace à domicile et on va les voir dans le quotidien, voir comment ça se passe, voilà, vérifier qu'au niveau des exercices, tout se passe bien. Ouais. Et après, on fait des suivis. Alors au début, c'est tous les mois. Moi, j'ai des contacts par mail. Et puis après, petit à petit, si tout va bien, on espace. D'accord, ok. Ce qu'on peut rajouter, quels sont les... si vous avez des... Souvent, je demande un peu les éléments ressources un peu dans votre poste, je sais pas moi, un exemple que vous pourriez nous citer, une réussite sur laquelle vous vous appuyez. Ce qui porte, c'est aussi de voir la réussite des chiens qu'on éduque. Oui. Moi, j'ai le souvenir d'un des premiers chiens que j'ai éduqué qui... il a tout de suite eu le feeling avec la bénéficiaire et dès les premiers jours, le chien, il a commencé à détecter les crises alors qu'il la connaissait à peine et ça m'a quand même sacrément bluffé. C'était un chien qui maintenant fait du 100%. Et moi, ça me bluffe parce que c'est magique en fait. Oui, c'est ça, il y a un côté très magique oui, c'est ça. Dans tout ça. Ça s'explique pas, c'est comme ça et voilà. Et est-ce que peut-être peut y avoir d'autres choses que le chien développe au-delà de l'olfaction? On ne sait pas, j'imagine. Est-ce qu'ils ont creusé un peu sur d'autres aspects, peut-être un comportement, quelque chose qui pourrait être décelé aussi, hormis l'odeur? Je ne sais pas. Alors oui, c'est vrai qu'on ne se base pas trop dessus, mais il peut y avoir peut-être, en plus de l'odeur, des micro-mimiques que nous, on n'arrive pas à repérer, que le chien repère avant que la crise arrive, mais ça, il n'y a pas eu d'études de fait. Oui, et de lui-même, il arrive à anticiper. D'accord, c'est que lui arrive même presque à s'adapter et à travailler sur ses compétences en fait, de lui-même, quoi. Oui. C'est ça qui est assez fou, quoi. J'ai un chien qui... quand il sent l'odeur, ne prévient plus en donnant des coups de museau, mais en fait il va fixer énormément la personne. Il a changé sa façon de faire de lui-même, alors que je lui avais pas du tout appris ça. Mais il prévient toujours, mais c'est comme s'il y avait autre chose en fait. D'accord. Ouais. Il prévient il a décidé de prévenir autrement finalement. Oui. Je pense que pour lui c'est plus parlant. Je sais pas. Je suis pas dans sa tête et on pourra jamais savoir, mais. Et les atouts de votre profession finalement, alors apparemment c'est déjà le fait que je pense que vous ne devez pas trop vous ennuyer, parce qu'il y a rien n'est figé, c'est que je pense que vous pouvez toujours travailler sur d'autres aspects et toujours faire autrement selon le chien, j'imagine que vous avez avec vous. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est jamais pareil. C'est ça. Et tous les chiens sont différents, donc après il faut s'adapter aussi, même si on a, on va dire, une méthode. Il faut après s'adapter aussi au chien et trouver quelque chose qui lui convient. Donc il y a des fois c'est juste être plus patient, il y en a d'autres c'est des chiens qui aiment travailler, donc il manque que ça, il y en a plus de temps. D'accord. Et là, et je voudrais juste rajouter quelque chose, les bénéfices par rapport aux personnes qui vont accueillir le chien, hormis évidemment une histoire de sécurité par rapport à leur crise d'épilepsie, est-ce que ça leur apporte autre chose? Alors souvent c'est qu'ils sont plus rassurés. Oui. Les bénéfices, on a beaucoup de personnes qui font moins de crises, voire plus du tout depuis qu'ils ont le chien. Donc ça a quand même un aspect aussi psychologique. Et puis après, c'est un confort aussi dans la vie de pouvoir se mettre en sécurité avant que la crise arrive. Est-ce que ça favorise peut-être pour ces personnes ça amène plus de sorties en extérieur, plus ils se permettent peut-être plus d'être en dehors de leur domicile ou Oui, souvent ils reprennent, j'ai envie de dire, une vie normale. Ils osent sortir, ils osent, parce qu'ils savent que le chien est là, qu'ils sont rassurés et que ça ira bien en fait. Donc oui, ils sortent beaucoup plus. Super. Et là donc, vous avez pu former combien de chiens pour l'épilepsie là jusqu'à présent? J'en suis peut-être à peu près 10, je crois. Ok, je n'ai pas compté. Super. Très bien. Et vous êtes toujours en lien avec les familles et avec les bénéficiaires sur ces 10 chiens? Les familles d'accueil? Les bénéficiaires. Oui, il y a toujours un suivi en fait jusqu'à la fin de vie du chien. Ah, jusqu'à la fin. On est en contact. Après, c'est sûr que si tout se passe bien, beaucoup moins que si ça allait pas. Oui. C'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas évoqué. Il y a des mises en retraite des chiens, c'est ça, à la fin? Ou comment ça se passe quand le chien est vieillissant ou qu'il est moins en capacité d'être dans l'assistance? Alors oui, on peut les mettre à la retraite.
Ça va être quand le bénéficiaire va nous appeler aussi en nous disant voilà, mon chien il est fatigué, donc j'aimerais le mettre à la retraite. Voilà. Après, souvent, ça se fait aussi naturellement. Oui. Les gens vont beaucoup moins solliciter leur chien et vont le laisser tranquille. Et donc là, ils ont la possibilité quand même de le garder ou comment ça se passe ? Après, c'est selon eux ce qu'ils désirent. Ouais. Donc c'est soit ils le gardent et ils attendent qu'ils partent. Il y en a certains qui vont le garder, le mettre à la retraite et qui vont faire une demande de renouvellement parce qu'ils ont besoin de l'aide d'un chien. Ouais. Donc ça, c'est possible aussi. D'accord. Et puis après, il y a aussi les gens qui ont besoin aussi d'un chien, donc qui vont faire un renouvellement, mais qui, niveau financier, 2 chiens, ça coûte cher. Et donc, on va faire... alors, soit ils font adopter le chien dans leur famille, pas très loin, soit nous, on leur trouve une famille d'adoption. D'accord. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Pour conclure, souvent, j'aime bien demander ce qui peut vous inspirer. Est-ce que vous avez des ressources ou des choses que vous pouvez communiquer sur ce qui peut vous inspirer dans votre travail ? Pour ma part, c'est pas forcément une inspiration, mais plutôt une réussite personnelle qui me motive. C'est qu'une fois, on a eu l'arrivée sur le centre d'une Labrador qui a été particulièrement revêche et sur lequel il a fallu passer du temps et des efforts afin de pouvoir, on va dire, la remettre sur le droit chemin. Et c'était vraiment pas gagné d'avance parce que quand elle est arrivée, elle est vraiment passée à un cheveu d'être sortie du programme. D'accord. Ça a même été envisagé, le dossier était en cours de préparation et au final, on a réussi... elle nous a prouvé en fait qu'elle pouvait faire le boulot et qu'elle avait vraiment des compétences pour... Et au final, elle a été remise avec un petit garçon qui aujourd'hui est le plus grand heureux d'avoir cette chienne à la maison. Et voilà, en fait, bien, ça se passe super bien. Et rien que d'en parler, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Ah ouais, là, en l'occurrence, voilà, pour être franche, elle m'a donné vraiment du fil à retordre. Et j'ai vraiment eu l'inquiétude qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. D'accord. Et au final, on a réussi, quoi. Et donc là, pour le coup, il y avait un intérêt à travailler peut-être un peu plus en commun avec vos collègues ou Pour le coup, pour tout ce qui était question, en fait, si j'avais un problème quelque part ou que je bloquais, je pouvais demander, on va dire, à mes collègues. Mais c'est surtout... En fait, ça nous arrive parfois d'échanger les chiens entre nous pour essayer d'autres méthodes, pour voir si ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, non, je l'ai gardé de A jusqu'à Z, donc c'est ma petite réussite personnelle. Ça, voilà. J'ai eu des moments où j'ai bloqué, où j'ai pu demander de l'aide à mes collègues, mais c'est moi qui l'ai géré de A jusqu'à Z. C'est moi qui ai réussi jusqu'au bout, donc... C'est chouette, Donc une belle réussite professionnelle. Très bien. Pour terminer, vos besoins actuels, est-ce qu'il y a des besoins en particulier que vous voulez exprimer ? Les besoins, on est toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider. Alors les bénévoles, ça peut être effectivement des familles d'accueil, ça peut être ce qu'on appelle des familles relais, dans le sens où le centre de formation fonctionne comme un internat. C'est-à-dire, nos éducateurs travaillent avec les chiens du lundi au vendredi, et le vendredi soir, c'est le week-end. Des familles viennent au portail, récupèrent les chiens pour le week-end, et nous les ramènent le lundi matin pour une nouvelle semaine de cours. Très bien. Donc effectivement, ce type de bénévolat est recherché. Et puis effectivement, on a toujours besoin d'aide pour travailler sur les centres, pour faire des choses. On a des bénévoles qui ont été formés pour contacter les bénéficiaires qui attendent, pour mettre à jour les dossiers, savoir s'ils n'ont pas déménagé, si leur handicap n'a pas évolué, voilà, donc on est toujours à la recherche effectivement de bénévoles et de bonnes âmes pour nous aider dans nos missions. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode a été enregistré en avril 2023. Face à la demande toujours croissante de chiens d'assistance, Handichien a fait l'acquisition en décembre d'un terrain situé dans le Var pour implanter dans cette région un 5e centre d'éducation et de formation de chiens d'assistance. L'ouverture est prévue en 2026. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à toute l'équipe Handichien de Merci l'Étoile pour son accueil. Les éléments retenus à travers cet épisode: le respect de l'animal et de sa personnalité dans le processus d'éducation, la diversité des compétences du chien en faveur du bien-être humain, l'importance du lien entre les parties prenantes qui gravitent autour de l'animal. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.mevelet@apogee-6ess.org. À très vite.